Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de la Community Update. Qu'est-ce que sont les Community Updates? Eh bien en fait ce sont les énormes patchs que Dune Spice Wars reçoit de temps en temps. Souvent ce sont des gros patchs qui vont venir modifier une ou des mécaniques de jeu, et donc c'est très intéressant de les lire pour comprendre dans quelle direction les développeurs veulent envoyer le jeu. Donc on va pas perdre de temps parce que le patch est relativement long, vous le voyez à la durée de la vidéo normalement, et il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent dans ce patch. Donc déjà, pour entrer dans le sujet, on va parler du mode spectateur, où ils ont augmenté le nombre de places jusqu'à 8. Ce qui veut dire qu'en plus des 4 joueurs, on se retrouve à des lobbies complets de 12 joueurs. Alors, vous savez que moi, c'est plutôt du PvE que je vous présente, mais l'aspect PvP est un élément vraiment important de la communauté, notamment au sein des différents tournois qui peuvent être relativement réguliers, c'est-à-dire que vous en avez sous les semaines ou tous les mois, selon où vous allez chercher, notamment sur le Discord officiel qui est en anglais. Donc c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que non seulement ça facilite la création des lobbies, des parties customisées, mais aussi ça permet d'avoir plus de spectateurs, de retransmissions, et donc c'est généralement un bon point pour le jeu. Donc on va pas s'étendre là-dessus plus longtemps, mais il faut savoir que ça y est. À côté de ça, on va avoir une modification sur les sites qu'on va pouvoir piller. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez attaquer un site, vous allez pouvoir le piller et le dévaster. Il faut comprendre que les Fremen ne peuvent pas construire dans un site dévasté, ils doivent le repeupler, et ça va leur coûter relativement cher. En échange, les Fremen gagnent un nouveau emplacement dans leur base principale pour créer un district de 1, et donc avoir un peu plus de facilité à créer leurs bâtiments, puisqu'en fait ils peuvent créer aussi leurs bâtiments dans les sites. Mais il faut évidemment qu'ils les repeuplent s'ils ont été détruits précédemment. Donc c'est une mécanique qui est un peu en défaveur des Fremen, de ce que j'en comprends en termes d'équilibrage. Ça sera à tester, voir si c'est vraiment plus dur en tant que Fremen, est-ce que c'est souvent qu'on détruit les sites ou pas, notamment comment est-ce que l'IA va y réagir quand vous jouez Fremen, est-ce qu'elle va vite détruire les sites ou est-ce qu'elle va les laisser en vie. Ça sera évidemment à tester. En plus de ça, ça veut dire qu'ils ont fait une petite modification, puisque normalement ils veulent le rajouter au sein de la gouvernance de Dune, qui est une des manières de gagner de la partie. Et donc maintenant, les conditions vont être contrôler 1/5 de la carte, être allié avec tous les sites qui n'ont pas été dévastés, et au moins un quart des sites n'ont pas été dévastés. J'ai un peu du mal à comprendre ces conditions dans le sens où qu'est-ce qui va se passer si tous les sites sont dévastés? Est-ce qu'on peut encore avoir la carte ou est-ce que c'est pas possible? Je vous avoue que j'ai pas pu avoir de partie en Fremen notamment, où c'est possible avec d'autres alliés, mais enfin avec d'autres factions. Mais j'ai pas trop testé cette manière de gagner, je suis beaucoup plus sur des victoires économiques ou militaires en ce moment, donc j'ai pas vérifié. Mais à voir comment ça interagit, notamment si vous rasez par exemple tous les sites, est-ce que vous bloquez cette condition de victoire ou pas? Ou est-ce qu'elle saute entre guillemets quand tous les sites sont dévastés? À voir. À côté de ça, on a un rework sur l'assassinat. L'assassinat, vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais l'assassinat peut être relativement complexe avec beaucoup de mécaniques. Il faut créer des assassins, avoir des espèces de nœuds dans des villages qui sont en fait des points que vous avez placés pour faire continuer à avancer un assassinat et sa préparation. Donc c'est un sujet qui est assez complexe et je vous invite à regarder la vidéo si vous ne comprenez pas de quoi je parle actuellement. Mais c'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'ils ont facilité un petit peu la vision de tous ces éléments qui peuvent être assez complexes. Et donc ils ont fait un espèce de rework de l'UX, donc le visuel de tout ça, pour le suivre de manière un peu plus simple. Donc ça sera un rework à la fois dans la défense et dans l'attaque en termes d'assassinat. On arrive sur le gros point du patch, qui est un rebalance, un rééquilibrage de toutes les unités, ou en tout cas une grosse partie des unités aériennes. Alors qu'est-ce qui se passait avant? Avant, vous aviez quasiment tous les vaisseaux qu'on va appeler donc légers, qui coûtaient une trentaine de faveurs de la guilde. Et à côté, vous aviez vos vaisseaux lourds qui coûtaient 100 de faveurs de la guilde. Ce qui se passait dans la plupart des parties, c'est vous construisiez votre bâtiment en mid-late game, parce que le rusher un peu trop vite, c'était compliqué. Et en fait, le moment où vous atteigniez le palier de 30, il y avait une vraie question qui se posait. C'était, ok, j'ai mes 30 premiers points, est-ce que je pense que je peux aller en chercher 70 relativement rapidement, notamment avec les renégats qui en rapportent beaucoup si vous les repoussez? Ou est-ce que je me dis, ok, non, c'est pas grave, je vais aller chercher plutôt des vaisseaux légers,
et profiter de mon avantage aérien. Et bien maintenant, ça a beaucoup changé dans le sens où quasiment tous les vaisseaux légers ont été passés de 30 à 9. Donc je répète, hein, de 30 à 9, c'est une énorme réduction. Et moi je trouve que c'est un très bon point parce que ça va faciliter un gameplay beaucoup plus aérien. Alors il y a eu de l'équilibrage qui a été fait, hein. Ne pensez pas que l'aérien est devenu surpuissant non plus, mais on va avoir beaucoup plus de vaisseaux, ce qui est un buff indirect notamment pour les unités qui peuvent traquer les unités aériennes, qui ont des dégâts doublés sur elles, et c'est aussi un buff indirect sur les améliorations d'unités qui permettent de taper sur l'aérien. Donc ça veut dire qu'on va voir beaucoup plus d'unités qui étaient peut-être un peu moins représentées, ou en tout cas des améliorations qui, elles, étaient clairement sous-représentées. Donc on va commencer très vite. Donc on commence avec les unités, en fait on va faire dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il va y avoir les Atreides pour commencer. Donc leur vaisseau, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir à chaque fois, mais il passe de 30 à 9 pour son vaisseau léger. On voit que le coût en Solari d'entretien passe de 15 à 12, donc il est un peu moins cher à entretenir, mais en même temps, c'est une unité qu'on va avoir plus tôt, donc on a envie de payer peut-être un peu moins cher, ou en tout cas on aura un peu moins d'économie à ce moment-là de la partie. On voit que lui, il a la chance d'être buffé en termes de points de vie, donc il va résister un peu mieux, mais après, comme toutes les unités aériennes vont être buff, ou en tout cas être plus faciles à obtenir, il est possible qu'on joue beaucoup plus autour d'elle, et donc le fait d'être un tout petit peu plus tanky, ben, ça va être un peu mieux pour survivre. Et on voit qu'en échange, elle perd un peu de puissance. C'est pas très grave, parce qu'on est là une faction, donc les Atreides, très défensive. Et donc ce qu'on va chercher, c'est pas forcément en tant une puissance très forte, mais plutôt de la tankiness et de la résistance. On voit qu'on perd aussi, qu'on gagne beaucoup d'attaque speed. Donc en fait, c'est peut-être pas une vraie perte. Je pense qu'en termes de DPS, on est même plutôt sur un énorme gain, puisque là on voit qu'on fait un x2 et on a clairement pas perdu un x2 ici. Donc dans l'ensemble, on prend un petit up de vie et au moins un petit up de dégâts, de manière sûre. Tout ça pour un coût réduit et un coût de faveur, enfin un coût de guild, de faveur de guild, qui était réduit. Donc globalement, un très bon up pour le Hawk, donc le vaisseau léger Atreides. Pour son vaisseau lourd, c'est un nerf que vous allez revoir sur beaucoup de vaisseaux lourds. En gros, la direction prise, c'est que les vaisseaux lourds sont là pour taper du terrestre, à une exception près qu'on reverra un peu plus tard. Mais c'est ça le plan, globalement, c'est de dire, par défaut, un vaisseau lourd, ça ne tape que du terrestre, et donc ça doit être accompagné par soit des unités au sol pour le protéger, soit des unités volantes. Et comme le coût des vaisseaux lourds n'est pas diminué dans cette update, il va falloir se dire, ok, j'ai une unité qui me coûte 100 de faveur de guild, donc ça met longtemps à sortir. Est-ce qu'en fait je vais pas préparer quelques petits vaisseaux légers à 9 pour l'entourer et avoir de quoi répondre, puisqu'en fait la plupart des vaisseaux légers peuvent taper en aérien et en terrestre. Donc ça va être très intéressant d'en garder quelques-uns à proximité de votre vaisseau lourd pour s'assurer de sa survie. À côté de ça, donc après les Atreides, on va avoir les Harkonnen. La Harpie, donc qui a la même chose en termes de coût, qui gagne aussi de la vie. On voit qu'elle gagne de la puissance, mais elle était déjà relativement bas, entre guillemets. Donc elle passe de 8 à 10. Et surtout, elle a changé de trait. Normalement, il me semble qu'avant, c'était un peu de dégâts supplémentaires sur les unités qui étaient à bas PV, si je me souviens bien. Et en tout cas, ça est changé pour attaque dans une petite zone, donc ça touche en zone, et ça va exécuter tout ennemi qui passe en dessous de la barre des 80 points de vie. Alors, faut essayer de comprendre quel est l'intérêt de la harpie naturellement dans une faction Harkonnen. La harpie, c'est ce qui va vous aider à gérer les rébellions en général. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va lui demander à cette unité? Déjà, être moins cher, évidemment, c'est un très bon point. On va lui demander de tanker, c'est pas un énorme buff dans le sens où elle va pas prendre des dégâts de fou furieux vu qu'elle va taper sur des rébellions, ce qui n'est pas les unités les plus violentes du jeu non plus. Mais c'est évidemment un buff qu'on va prendre, surtout dans la méta que je vous décris depuis le début. Un peu plus de puissance, et bien ça c'est très bien, puisque son but c'est d'aller tuer rapidement des unités qui sont gênantes dans des rébellions, dans des contrées un peu lointaines. Et en fait, ce nouveau trait est excellent pour son rôle, puisque taper en zone sur des unités faibles avec un peu plus de puissance, bah, c'est vraiment tout ce qu'on peut lui demander. Et en plus de ça, il faut savoir que la plupart des unités de rébellion
quand elles passent sous un certain seuil, elles ont un effet un peu de panique où elles vont taper moins fort, mais elles vont encaisser plus fort. Ce qui fait que vous pouvez avoir du mal à les finir. Et là, on arrive sur le fait qu'elle a une exécution à 80 points de vie. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous soloter complètement toutes vos rébellions, mais ça va vraiment être un atout dans la faction pour pouvoir gérer rapidement des rébellions qui sont un peu loin de vos zones importantes. Vous avez un peu abusé de l'oppression, de la mécanique de la faction. Vous avez une rébellion et en même temps vous avez un autre assaut d'envergure sur votre faction. Vous envoyez toutes vos unités pour défendre ici, vous envoyez votre harpie de l'autre côté, et elle va s'occuper de la rébellion, ou en tout cas elle va y faire de gros dégâts. À côté de ça, l'Overlord, donc le seigneur, ou il me semble que la traduction c'est un truc comme ça, donc le vaisseau lourd Harkonnen, ne peut lui aussi que attaquer au sol. Donc voilà, ça va dans le changement qu'on voit pour les unités aériennes, et jusque-là, rien de choquant. À côté de ça, on va avoir donc les unités pour les contrebandiers avec la Banshee. Banshee, donc, qui est le vaisseau léger des contrebandiers, qui elle donc peut maintenant attaquer en terrestre et en aérien. À côté de ça, on voit que son coût a été grandement réduit puisque elle passe carrément de 40 à 15, donc elle reste un peu plus chère que les autres unités, les autres unités aériennes légères, mais c'est une très bonne réduction. En plus de ça, on voit qu'elle passe de 250 à 360. J'ai envie de dire heureusement, quand on voit que les autres vaisseaux sont buffés à 270, c'est déjà une très bonne chose que celui-ci passe à 360 vu qu'il a un coût supplémentaire et qu'il était de base un peu plus tanky que les autres. À côté de ça, on a grandement réduit sa puissance, on a augmenté son coût en fuel, donc on voit quelques nerfs arriver, on voit qu'il coûte plus de points de commandement, donc c'est 3 petits nerfs en soi, mais qui vont piquer un petit peu. Mais par contre, on voit que le trait est relativement fort, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être vue en hors des combats. Donc, bonne chance pour repérer où elle est, et surtout de ne pas vous faire surprendre lors d'un combat. Et surtout, sa cible, elle lui met un énorme debuff de 50% de déplacement, de vitesse de déplacement, et 50% de vitesse d'attaque. Il faut comprendre que donc, elle peut taper sur toutes les cibles du jeu, puisqu'elle tape en aérien et en terrestre, qu'elle met un des debuffs les plus violents du jeu. Honnêtement, j'ai un petit doute s'il le laisse à 50%. Je pense que 40% est déjà largement suffisant, notamment vu ce que les contrebandiers peuvent faire en termes de debuff. Je pense que c'est un tout petit peu excessif. Il faut comprendre que pour la majorité des unités du jeu, hormis certaines qui ont des attaques spéciales, on va dire, ce debuff de 50% votre attaque, votre DPS en fait. La quantité de dégâts que vous pouvez placer est réduite de 50%. En dehors du debuff de mobilité qui est en plus là. Donc c'est très très fort. Et là on pourrait se dire, ah mais attends, là il passe directement à l'unité légère des Fremen. Il manque le vaisseau lourd contrebandier. Et bien en fait le vaisseau lourd contrebandier ne pouvait déjà que taper en terrestre. Donc en fait ils alignent tous les vaisseaux lourds sur celui-ci, et donc ils ne le modifient évidemment pas. Et donc on s'attaque sur les vaisseaux des Fremen. Donc même chose, lui aussi il peut attaquer au sol et en aérien. On voit que lui, il a une énorme réduction aussi du coup. Donc là où les autres vaisseaux passaient de 30 à 9, lui il passe de 20 à 6. On voit que c'était un vaisseau qui était extrêmement fragile, hein, avec 80 points de vie. C'est ridicule, on est sur des montants très très bas. Donc là il va passer quand même à 150, donc ça va l'aider un petit peu. Si on fait le rapport coût précédent et point de vie, évidemment c'est une énorme augmentation, mais ça me paraît quand même très léger 150. Donc à voir comment le vaisseau se débrouille, mais je pense qu'il aura un peu de mal à briller. À côté de ça, on voit qu'on a réduit sa puissance. Après, il faut aussi comprendre qu'il est beaucoup plus accessible, donc c'est aussi normal de le réduire un petit peu, mais il gagne aussi de l'attaque speed. Donc on revoit un petit peu la même chose qu'on avait vu pour la première faction, pour les Atreides, il me semble. On voit qu'on a réduit son coût, évidemment, on va en sortir beaucoup plus, donc autant faciliter le fait de le sortir. Mais évidemment, ce qui a changé, c'est son trait, et donc maintenant il va infliger 50% de dégâts supplémentaires aux unités ennemies hors de son territoire. Donc ça va vraiment devenir une bonne unité d'harcèlement. On voit que ça va taper vite, que ça va taper pas extrêmement fort. 8 c'est assez faible de base, mais
quand on voit qu'il y a un 50% de dégâts, que l'arbre technologique des Fremen permet d'aller en chercher un petit peu aussi, à voir si on peut en faire une vraie unité un peu de sniping, de harcèlement. Je vous avoue que je suis pas encore convaincu sur le Spire, parce que je pense qu'il perd en fait tous ses duels aériens. Donc ce qui fait que c'est une unité qui va être traquée, qui va avoir du mal à défendre l'altar, qui lui-même ne peut plus taper en aérien. Donc le vaisseau lourd Fremen. Donc je pense que les Fremen vont un peu souffrir en aérien et on va être obligé de garder l'altar entre guillemets en défensif. L'altar, l'hôtel donc en français, c'est une unité qui est customisable, c'est-à-dire que vous avez une liste de 8 bonus différents qui vont tous être un petit peu dans des genres différents. Certains vont vous donner de l'économie ou de l'eau en tout cas. D'autres vont vous donner des bonus aux unités terrestres en dessous. Mais donc globalement ça peut être un peu une unité que vous allez customiser comme vous voulez. Mais j'ai un peu du mal à voir comment on va faire tenir cet altar, cet hôtel, en vie avec des unités de combat légères aériennes aussi faibles, ou en tout cas aussi peu résistantes. Et ça veut dire que vous avez votre bonus de dégâts que à l'extérieur, donc si votre hôtel se fait attaquer sur votre territoire, vous avez très peu de moyens de le défendre, en tout cas avec uniquement de l'aérien. On sait que les Fremen peuvent sortir des unités qui contre l'aérien, mais au sol. Donc ça reste à voir. Je suis pas encore convaincu pour les Fremen sur ce patch, mais il faudra que je relance des parties pour voir comment ça se déroule. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est trop complexe à mettre en place? Est-ce que c'est trop faible? Est-ce que ça sera patché plus tard? À voir. Après ça, on va avoir le Hammer, qui est donc le vaisseau léger aérien de la maison impériale Cronus. Non, Chronos. Enfin, de la maison impériale en tout cas. Le nom va me revenir à un moment, mais là je l'ai plus. Donc le vaisseau léger passe de 40 à 12, donc encore une fois on voit cette réduction sur toutes les unités légères. On buff un petit peu ses points de vie, c'est pas un énorme buff comparé à d'autres, mais 60 points de vie supplémentaires, c'est très bien. Et on réduit son coût en Solaris sans modifier son trait. L'unité est pas mal pour l'instant, on la laisse comme elle est, donc j'attends de voir, pour l'instant je suis plutôt content de cette modification. Et donc le Chronos, qui est donc le vaisseau lourd de cette faction, lui a l'inverse, c'est-à-dire qu'il est vraiment designé comme un anti-vaisseau lourd. Puisque lui, il a la possibilité d'attaquer les unités aériennes. Il a énormément de points de vie, donc 2400, c'est 400 de plus que les autres vaisseaux lourds en général, qui tournent tous quasiment à 2000. Donc, peut-être que le Chronos va devenir ce vaisseau lourd qui traque lui-même les autres vaisseaux lourds. En tout cas, je vois une espèce de petite méta là-dessus se designer qui pourrait être très intéressante à jouer. Enfin, on va attaquer la maison Ekaz avec le sirène. Excusez-moi, j'ai juste un doute. Hop. Non, c'est pas grave, je vérifie plus tard et je vous mettrai des indications si je me suis trompé, ou des rectifications. Donc le sirène, qui est donc le vaisseau léger de la maison Ekaz, qui est donc réduit en coût, encore une fois, qui passe de 30 à 9, donc jusque-là c'est standard par rapport aux autres vaisseaux qu'on a pu voir. Même chose pour les points de vie. On voit que sa puissance est bien diminuée, mais en fait c'est parce que son rôle est en train de changer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez qu'il va taper beaucoup moins fort qu'avant, il va coûter moins cher, donc ça c'est toujours dans la même veine que les changements qu'on a pu voir précédemment. Mais enfin son trait a changé pour attaque dans une petite zone et augmente les dégâts supplémentaires qui vont être infligés aux autres unités, et ça peut stack. Là de suite, si on ne prend que le vaisseau en lui-même, on se dit bah ça fait un peu de harcèlement, mais du coup il fait moins de dégâts qu'avant. Donc en fait au lieu de taper à 10 de power, enfin à 24, il va taper à 11 avec les 10%. Ça a l'air faible. Et en fait il faut comprendre que la maison Ekaz est designée autour des unités qu'on va nommer les champions, qui sont des unités grandement améliorées, qui vont vous rapporter beaucoup de choses quand elles-mêmes vont prendre des kills. Et donc en fait, aller mettre ce debuff, c'est pas pour soi-même. C'est plus, on va le placer sur un ennemi, on va le faire stacker autant qu'on peut, et on va faire attaquer notre champion qui a une énorme attaque en général
pour qu'il le one-shot, ou en tout cas pas loin de le one-shot. Donc en tant qu'unité aérienne de défense pour le vaisseau lourd, je la trouve relativement faible. Par contre, en tant qu'unité de support qui va venir mettre un debuff, cibler une unité et dire toi, tu vas mourir parce que je l'ai décidé et tu as été ciblé et le champion maintenant va te détruire, eh bien ça en devient une unité très, très intéressante. Et heureusement qu'elle a ce buff de point de vie, je trouve, parce que sinon elle aurait énormément souffert. Donc à voir comment le gameplay de la faction est modifié, mais je pense que c'est une des factions qui s'en sort le mieux, alors qu'à prime abord on pourrait se dire que c'est une énorme réduction de sa puissance, mais je pense vraiment que la sirène va être une unité phare de la faction, en conjonction évidemment avec ses champions. À côté, le monument, donc cette espèce d'unité de vaisseau lourd qui applique des auras autour d'elle, bénéfique pour les alliés ou négatif pour les ennemis. Encore une fois, on a le fait qu'elle ne puisse que attaquer au sol. Donc jusque-là, rien de surprenant. Et enfin, le Spirit, qui est donc le vaisseau léger de la faction du DLC, a aussi un coût qui est réduit. Donc là, je rappelle, c'est la faction qui est basée entièrement sur les droïdes, les drones. Donc elle a son coût qui est réduit, elle a ses points de vie qui est augmenté, une très bonne augmentation, on voit, en comparaison par exemple avec la sirène, elle passe d'unités qui étaient relativement décalées en termes de points de vie à 2 unités qui sont au même stade. Donc ça c'est intéressant. On voit que sa puissance a été augmentée mais son attack speed a été un peu réduite. Donc ça, à voir comment ça s'équilibre. Le coût a été réduit, donc encore une fois pour faciliter la présence des vaisseaux légers. Et enfin, c'est une unité qui est toujours reliée. Tethered, c'est la mécanique spéciale de la faction où en fait elle est boostée. Donc vous aurez toujours ce lien comme le vaisseau lourd. Mais en plus, quand vous serez dans un territoire en paix, donc ça peut être le vôtre ou ça peut être ceux de vos alliés, en tout cas les factions avec qui vous avez des pactes de non-agression, vous obtenez le stealth, donc ça c'est très fort, et en plus vous réduisez les dégâts reçus de 40%. Donc là on peut se dire que ça fait déjà une unité excellente pour aller scouter dans les territoires alliés, que ce soit pour scouter l'allié justement, voir ses bâtiments, est-ce que on est dans une position où on peut potentiellement le trahir, prendre de l'information. Mais en plus, on peut se dire, ok, je suis poursuivi par des ennemis, je me rends dans un territoire où je suis en pacte de non-agression, et normalement on va pas me tuer en fait. Parce que je vais être trop tanky, et potentiellement je vais être stealth, donc on va peut-être même perdre ma trace. Donc ça en fait aussi une très bonne unité de défense. Et en fait je trouve que ce trait, en lui-même, rend l'unité déjà très intéressante. Peu importe ses statistiques, ça devient une unité qui est au minimum intéressante, ne serait-ce que pour le scout. Donc à voir comment ça se débrouille, ça s'équilibre on va dire pour cette unité, mais j'y vois un bon potentiel, que ça soit du harcèlement un peu proche d'un autre territoire allié, où en fait vous sortez du territoire allié, vous faites un assaut, vous retournez dedans et on peut pas vous tuer parce que vous êtes trop tanky à l'intérieur. Ou alors une unité donc pour aller prendre de la vision, pour aller faire des espèces de repérages, ou une unité tout simplement défensive. Donc beaucoup de potentiel sur le Spirit. À côté de ça, on a de l'équilibrage, on va dire un peu plus générique, qui va s'appliquer à beaucoup plus de choses. Notamment les Defense Breaches, donc c'est des opérations où vous réduisez les lance-missiles, les défenses des bases. Donc ces opérations ne peuvent plus stack. Je vous avoue, je n'avais même pas remarqué qu'on pouvait les stack. Pour moi, c'était vraiment un à la fois. Mais donc tant mieux que ça ne puisse pas se stack, parce que c'était un peu trop fort, effectivement, de se dire qu'on pouvait l'appliquer plusieurs fois sur la même zone. À côté de ça, on a des unités, on a les bases principales, les capitales de chaque faction, qui détectent les unités invisibles autour d'elles à un rayon très long. En fait, ça va pour comprendre à peu près, dites-vous que si vous êtes dans la région de la capitale, vous êtes automatiquement détecté. Et un peu plus. Donc ça c'est très bien parce que ça évite, on va dire, un rush un peu stupide d'unités invisibles. Vous les mettez au contact directement de la capitale, l'autre personne n'a pas d'unité de détection à cet endroit-là, et c'est perdu. Bon là c'est déjà un peu plus intéressant. À côté de ça, on voit que les unités du Landsraad
qui vous sont apportés par le rang, enfin le poste au conseil nommé le juge du conseil vont vous coûter un peu moins à réduire, voire même beaucoup moins, et ils vont passer donc de 40 à 25. Ça peut être de très bonnes unités qui ont des traits assez intéressants, donc pourquoi pas, on va les réduire un peu, ça va rendre ce rôle, le juge du conseil, un peu plus intéressant. Et donc il faudra évidemment le défendre, ou en tout cas empêcher vos adversaires d'y accéder trop facilement, ou le récupérer vous-même. À côté de ça, on a une nouvelle opération, enfin une opération qui est modifiée, c'est les bombes EMP. Donc ça applique un énorme debuff sur les unités mécaniques, les batteries de missiles et les bases principales, donc 50% d'attaque speed en moins. Ça fait un peu moins de debuff de move speed, parce que 50% c'était très fort. En fait, si vous le placiez sur des unités mécaniques, elles pouvaient quasiment jamais sortir du combat, notamment si vous aviez des unités qui gagnaient de la move speed elles-mêmes. Ça va toujours être le cas si vous avez des unités très mobiles, mais elles vont pouvoir sortir un peu plus facilement de la zone. Et en échange, on a réduit le debuff sur la puissance des unités mécaniques. Donc, à voir, certaines unités mécaniques vont, entre guillemets, préférer perdre de l'attaque speed, d'autres vont préférer l'ancien avec la puissance. Ça dépend vraiment des unités, de ce sur quoi vous tapez. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une réduction d'attaque speed sur tout ce qui est mécanique. Et c'est un peu moins un debuff sur la move speed. Donc, globalement, ça reste très intéressant si vous affrontez notamment la faction du DLC, donc, qui est très centrée sur les unités mécaniques. Si vous avez un adversaire qui a besoin de ces unités mécaniques, mais par exemple, on peut penser aux Atreides, qui ont des unités mécaniques mais qui sont là vraiment en soutien, et donc elles vont largement préférer ce debuff-là, enfin cette version-là, puisqu'en fait elles sont pas là pour taper du tout, et la move speed c'était la chose qui les détruisait un petit peu, et donc là elles vont pouvoir récupérer encore une fois vos unités qui sont basses en vie, et les embarquer, enfin et les retirer du combat un peu plus facilement malgré ce debuff. Ça reste une opération intéressante selon ce que vous affrontez. Aussi un très bon changement que je trouve, c'est que maintenant quand vous voulez modifier, quand vous débloquez l'accès à l'armurerie, la première fois que vous sélectionnez une amélioration, donc ça c'est gratuit, ça n'a pas été changé. Par contre, quand vous vouliez modifier une amélioration que vous aviez posée en vous disant ok, il faut que je m'adapte, peut-être que ce que j'ai mis c'est pas le plus optimal dans cette situation, ok, je rechange, et bien avant ça coûtait 1000 Solaris, qui était une énorme somme, et maintenant ça a été divisé par 2, ça ne coûte plus que 500. Alors 500 ça reste un coût, mais c'est beaucoup plus facile à sortir que les 1000 qui étaient demandés avant ça. À côté de ça, la recherche défense des frontières permet maintenant donc d'avoir une batterie de missiles supplémentaire par village. Donc très intéressant si vous avez des villages que vous voulez protéger. En échange, on a réduit un petit peu l'armure qui était donnée aux milices. C'est vrai que selon certaines factions très défensives, dont on ne va pas les citer, mais Atreides par exemple, eh bien on pouvait se retrouver avec des milices très tanky, voire trop tanky. Et donc ça a été changé pour ne plus que leur donner un seul point d'armure. Ça va faciliter notamment la vie pour les factions qui avaient un peu du mal à passer l'armure. Pour les factions qui n'avaient pas ce problème-là, évidemment, ça ne change pas tant que ça. En échange, par contre, on a retiré les 30 de puissance supplémentaire sur les batteries de missiles. En effet, vu qu'on peut en avoir potentiellement 2, eh bien, ce bonus était trop fort. Ça aurait voulu dire potentiellement 60% de puissance supplémentaire au total si vous aviez 2 batteries de missiles ensemble. C'était un peu stupide. Alors, les 60%, c'est 30 et 30, hein, c'est pas du cumulatif. Mais ça aurait été quand même trop fort. Donc, dans l'ensemble, ça veut dire que si vous voulez vraiment faire cette recherche et la rentabiliser et avoir un gameplay défensif, il va falloir maintenant s'obliger à construire 2 batteries de missiles dans les villages qui en ont besoin. Et non pas juste se dire ok, j'ai fait ma recherche, je suis beaucoup plus défensif, tout va bien. Ce qui était un peu trop simple. Maintenant, dans les bâtiments qu'on peut faire dans la base principale, donc dans la capitale, on avait le centre de recherche. Maintenant, il va vous apporter donc 20 de recherche supplémentaires et vous offrir 20 d'hégémonie supplémentaires, mais seulement pour les gains
journalier, donc les bâtiments qui vont produire tous les jours, et le paiement des taxes. Ce n'est plus 15 d'hégémonie pour toutes les sources. Donc ça veut dire que par exemple les quêtes qui pouvaient vous rapporter de l'hégémonie, ou en tout cas d'autres moyens qui pouvaient vous en donner, n'appliqueront plus ce bonus. Alors, l'IA dans les parties multijoueurs, donc ça c'est un truc qui ne m'affecte pas parce que j'en ai jamais fait pour le coup, vont never offer trade outside our team. Ok, ne feront plus de trade hors de leur équipe. Donc si vous jouez en équipe avec une IA, eh bien elle ne fera des trades qu'avec vous ou avec vos alliés et plus avec vos adversaires. Et seront beaucoup moins facilement. Enfin, elles accepteront beaucoup moins. J'y arrivais. Et elles accepteront beaucoup moins facilement des trades, en tout cas. Modification pour la maison Atreides. Donc pour le trooper, donc l'unité de base, votre ligne, le trait a changé et maintenant on ne gagne plus 2 mais bien 3 lorsqu'on est sous l'effet d'un buff allié. Ce que ça veut dire, c'est que le trooper, qui est votre unité un peu de base, va taper déjà plus fort et donc il va absolument falloir l'allier à un autre bonus. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir une ligne qui va taper un peu plus fort de manière constante. À côté de ça, on voit que les armes automatiques vont maintenant apporter 50% d'attaque speed supplémentaire, mais en échange, il y aura moins 30% de puissance. Donc le debuff est un peu plus fort, mais 50% d'attaque speed, c'est très fort. Donc je pense que dans l'ensemble, on va plutôt bien s'en sortir quand même. Le drone de support, quant à lui, est réduit en termes d'upkeep, donc en termes de coûts journaliers que vous aviez à payer. Donc il sera un peu plus facile d'en sortir. Maintenant, on ne peut plus appliquer la mécanique Peaceful Annex. Donc Peaceful Annex, c'est quoi? C'était la mécanique où vous disiez à un village je vous donne mon autorité, et en fait il y a une barre qui va se charger, j'ai pas besoin d'attaquer le village, et lorsque la barre est complète, si le village n'a pas été rasé, je récupère le village. Maintenant, vous ne pouvez plus lancer cet effet, sur un village qui est dévasté. Vous devez faire en sorte qu'il ne soit plus dévasté pour pouvoir l'annexer de manière pacifique. L'amélioration vétéran de la milice, j'imagine, permet maintenant donc d'avoir 15% de dommages en moins à l'intérieur de son territoire. Donc c'est très fort pour une faction qui est déjà centrée sur la défense. Les miliciens ont un peu moins de santé, on passe de plus 100% de bonus à seulement 80% de bonus. Mais sachant qu'il y a ce bonus-là qui s'applique aussi, ça reste très fort. Mais par contre, les 50% de puissance supplémentaire sur la milice ont été retirés. Ce qui n'est pas très grave, puisqu'en fait, on aura des troopers qui vont elles-mêmes taper plus fort. Donc, tant que vous avez des troopers prêtes, ou des unités terrestres en tout cas prêtes à intervenir, ce n'est pas si mauvais que ça comme changement. Et surtout, vous avez ce bonus-là qui s'applique non seulement aux milices, mais surtout à vos autres unités terrestres ou aériennes. Donc ça, c'est très intéressant comme bonus. Je pense que dans l'ensemble, ce bonus est même meilleur qu'avant, puisque les milices, c'était pas vraiment votre DPS, donc perdre un peu de DPS sur elles, c'est pas grave. Mais par contre, gagner de la tankiness sur tout le monde dans le territoire, c'est évidemment très fort. Libérateur fier est une recherche qui avant vous donnait 2% de PV maximum sur les unités non mécaniques, maintenant ça passe à seulement 1%. Cependant, c'est plus pour 25 de... Alors, je crois la réputation, le standing, mais pour 20. J'ai pas fait les calculs, mais je pense que c'est un... Ouais, ça c'est divisé par 2, et ça c'est juste réduit un peu, donc je pense que dans l'ensemble, enfin, c'est même sûr, dans l'ensemble, c'est un nerf. Les unités qui libèrent ou annexent un village d'une faction qui ont moins de standing que vous-même sont ils non plus de 20%, mais de 50% gratuitement. Ça, c'est excellent, parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que certes, vos unités sont un peu moins tanky, en termes de vie maximum. Par contre, vous pouvez faire des espèces, on va appeler ça un anti-raid, c'est-à-dire que chez d'autres factions, c'est de vraiment prendre une ville, raid, aller sur la suivante, raid, aller sur la suivante, raid, qui était une technique qui était tout à fait viable avec certaines factions, notamment les Harkonnen. Ici, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que vous
libérer une ville, annexer une ville, libérer une ville, dans l'ordre que vous voulez, et en fait vous reprenez de la vie, gratuitement. Et donc vous pouvez continuer ce push un peu permanent, qui va vous permettre d'avancer notamment dans les lignes ennemies, si vous avez réussi à faire une première percée. Sustainable Spying, c'est difficile à dire. Les agents assignés au CHOM, au Landstrad, à la cabale de l'espace, mais non, la guilde spatiale, vont maintenant produire non plus 100%, mais seulement 50% de la ressource associée supplémentaire. Cependant, le trait de l'agent présent only once an information field applies à... Ah oui, ok. Mais en échange, si vous avez un trait d'un agent, donc il faudra regarder agent par agent, vous avez un trait qui n'est présent qu'une seule fois dans un de ces bâtiments, l'effet va s'appliquer 2 fois. Donc il va falloir bien penser à répartir de manière optimale vos agents pour pas avoir le même trait présent, puisqu'en fait vous allez gâcher un peu cette recherche. Mais si vous équilibrez bien vos agents, vous allez pouvoir faire proquer leurs effets 2 fois dans chacune de ces lieux de recherche, factions en tout cas. Donc ça va être plus intéressant à jouer et un peu plus qu'il est à placer en tout cas. Le Dr Wellington UA, donc un des conseillers disponibles, va maintenant vous offrir donc 2 de recherche supplémentaires. Les unités non mécaniques n'ont plus 10% de vie supplémentaire, mais 15% supplémentaire. Et en plus, les unités donc, non mécaniques vont régénérer leur vie 30% supplémentaire. 30% plus vite. Ce que ça veut dire, c'est que les 2 de knowledge, ça paraît pas énorme, mais... excusez-moi. Donc la maison Corino, voilà, c'était pour la maison que je recherchais tout à l'heure, et la maison Vernus, voilà. Ces 2 de recherche, dans un monde où la maison Vernus existe, ils sont très intéressants. Pourquoi ? Parce que la maison Vernus, elle a un effet, c'est-à-dire que naturellement, elle va se centrer sur la recherche, et un de ses effets, c'est de dire, une des recherches qu'ils ont réussi à obtenir, ils peuvent vous faire payer si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc en fait, ces 2 de recherche, c'est pas énorme, mais ça permet de se dire qu'en début de partie contre du Vernus, vous allez juste faire vos recherches un tout petit peu plus vite qu'eux, sans aucun investissement de votre part, et vous allez parfois récupérer la recherche juste avant que eux ils la rendent payante. Donc, en fait, on pourrait se dire, c'est pas si impactant que ça, mais en fait, économiser un paiement au Vernus, c'est déjà énorme. Et ça peut, alors ça va pas renverser la partie complètement, mais ça peut vous donner un avantage, ou en tout cas empêcher la maison Vernus de prendre un avantage et de vous mettre un malus. Donc c'est relativement intéressant, notamment si vous savez contre quelle faction vous allez vous battre. Du côté des Harkonnen, on voit que les probes, donc les drones de combat, sont un tout petit peu moins chers, donc ça c'est intéressant parce que c'est toujours une unité qui est intéressante à prendre dans les combats et potentiellement à sacrifier. Et donc la rendre moins chère permet d'en faire évidemment un peu plus. Le conseiller Uman Kudu va offrir 2 de... Alors Manpower, c'est les effectifs, j'ai plus le nom exact dans le jeu, mais c'est la main d'œuvre, voilà. Alors, plus 2 de Manpower en Harkonnen, c'est un des meilleurs bonus du jeu. Hein. Vraiment, c'est énorme, puisque c'est une faction qui souffre énormément, ou en tout cas qui nécessite énormément de main d'œuvre pour fonctionner correctement. Puisque l'oppression, votre mécanique principale, dépend de ça. À côté de ça, on voit qu'il y a un buff sur son trait, c'est que vos unités vont prendre 30% de moins pour être recrutées. Donc il y a un bonus de 10%, ce qui est pas mal. Et les unités dans une région où il y a une opération Harkonnen active gagnent un d'armure. Alors je trouve que Unman Kudu est un conseiller excessivement fort puisqu'il vous apporte une ressource qui est nécessaire à votre empire, des unités qui se préparent beaucoup plus vite, donc de la réactivité ou potentiellement à l'inverse de la proactivité puisque vous pouvez préparer vos unités plus vite, et de la tankiness, donc c'est vraiment un conseiller qui apporte beaucoup de choses et un gameplay beaucoup plus j'allais dire tranquille, mais dans le sens ça se passe bien, c'est à dire que vous allez
dans tous les domaines du jeu quasiment, puisque là vous avez du militaire, là vous avez techniquement de l'économique, vous allez être beaucoup plus serein et les choses vont se passer de manière beaucoup plus simple. À côté de ça, on a un changement aussi sur... Alors je ne sais pas si c'est un L ou un I majuscule, donc on va dire Lakin Food. Les unités militaires dans la région gagnent non plus 5 mais 10% d'attaque speed pour chaque opération Harkonnen. Donc là, de suite, on voit un petit combo aussi conseiller et héros qui peut être très intéressant. Mais donc on gagne un x2 ici par rapport à ce que c'était, donc 10% d'attaque speed par opération dans la région où vous êtes. Ça peut monter très très vite. Déjà qu'à 5% c'était fort, à 10%, je ne vous explique pas à quel point ça peut être violent. Survie du plus fort, il me semble, c'est son talent, donne non plus 100% mais 200% de puissance supplémentaire. Mais ça ne stack qu'une seule fois et ça a un cooldown beaucoup plus long. Donc il faudra voir, est-ce que l'attaque supplémentaire, alors est-ce qu'elle sera rentable? Si vous la mettez sur la bonne unité, oui. Mais est-ce que ça sera facile à rendre rentabiliser et est-ce que le CD sera pas trop long? Ça sera à tester. Pour les contrebandiers, eux, il y a une modification donc sur leurs conseillers. Staban Tuek, il y a un changement donc au niveau des quartiers généraux. Ah oui, pardon. C'est donc vos headquarters, c'est les quartiers que vous allez placer de manière, on va dire, infiltrée dans les villes adverses. Donc ici, quand vous aviez fini de construire un quartier, donc un quartier général, je ne sais plus la traduction exacte, mais quand ils sont pleins, quand ils sont remplis, que tous les bâtiments ont fait à l'intérieur, vous allez produire non plus 5, mais seulement 4 Solari pour tous les quartiers aux alentours. Donc c'est un petit nerf. Après, c'était vraiment un conseiller qui était très fort puisqu'il vous permettait non seulement d'avoir un emplacement supplémentaire dans les quartiers, mais en plus de produire des Solari. Donc c'est vrai qu'il fallait calmer un petit peu le jeu parce que lui permettait de faire complètement un empire économique sur le dos de toutes les autres factions. Et en plus, vous pouviez faire plus de bâtiments, donc avoir plus de contrôle sur les quartiers généraux. Donc vraiment, ça devenait un peu débile dans le snowball, dans la puissance qu'il avait, puisque vous aviez vraiment un gameplay trop fort et très dur à contrer. À côté, sur le conseiller Lingar 8, vraiment terrible ma prononciation, produit non plus 10 mais 12 d'eau, donc ça c'est très fort, que ça soit en début de partie pour aller faire des contrats potentiellement avec des sieges, pour avoir des réserves d'eau tout simplement pour vos bâtiments, pour ne pas être trop pressé d'aller récupérer les pôles si vous avez besoin d'eau, et vous aurez forcément besoin d'eau à un moment. Et il vous débloque toujours les Water Network et les Water Sellers, donc qui sont les vendeurs d'eau et le réseau d'eau, qui sont des améliorations que vous pouvez faire dans les quartiers que vous avez créés chez vos adversaires. Donc ça n'est pas modifié, c'est juste la quantité d'eau qu'il produit. Donc un petit buff appréciable. On peut se dire que l'eau, c'est une ressource qui est à la fois qui était avant très dur à obtenir et qui l'est un peu moins maintenant, mais c'est toujours agréable d'en avoir plus parce que ça vous permet de faire des contrats avec les Sitch et on sait que ça peut être très fort puisqu'ils peuvent apporter de très bons bonus. Donc un petit up qu'on apprécie et qu'on garde. Enfin sur l'Ason Hara, vous obtenez donc des informations sur toutes les factions lorsque vous faites des trades. Le niveau des informations est réduit 50% plus lentement. Et vous gagnez 10 Solari et 1 influence par niveau d'information dans chaque faction. Donc c'est un gameplay très centré sur l'espionnage, sur obtenir des informations en faisant des trades, et perdre des niveaux d'information un peu plus lentement. C'est un conseiller que je trouve ok dans le gameplay et que j'ai un petit peu du mal à bien faire fonctionner, même si par exemple la production de Solari et d'influence peuvent évidemment faire la différence dans une partie. Au niveau des Fremen, enfin, on va avoir les skirmishers, donc c'est votre unité de ligne principale, qui vont perdre un tout petit peu de puissance, donc on va passer de 7 à 5, mais en échange, leur trait va permettre de faire 20% de dégâts supplémentaires par unité, par unité au contact. Il me semble que la range est très petite, enfin, est une range courte, mais donc il faut comprendre que le jeu vous pousse vraiment à jouer sur ce trait
Parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir des unités qui vont faire un peu moins mal que la moyenne. Donc, c'est vraiment une unité qui a besoin qu'il y ait des unités en face et qu'elles soient au corps à corps avec celle-ci. Maintenant, les tours mobiles ont de l'XP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les tours mobiles, c'était une des unités terrestres que vous pouviez faire, qui vous permettait donc de contrer tout ce qui était du jeu aérien adverse. Donc, évidemment, dans la méta que je vous présente dans cette espèce de poussée des vaisseaux légers qu'on est en train de voir, eh bien, avoir des tourelles qui vont gagner de l'expérience, donc gagner des points de vie, gagner des dégâts, eh bien, c'est évidemment très impactant. Et comme toutes les unités terrestres, c'est normal qu'elle ait le droit, elle aussi, à avoir de l'expérience. Ils ont rebalance, ils ont donc rééquilibré le nombre de. Alors, les Fremen, ils ne fonctionnent pas donc avec des faveurs de la guilde, ils sont pas dans l'histoire du jeu, en tout cas, ils ne sont pas en lien avec la guilde spatiale, ils récupèrent des morceaux de vaisseaux eux-mêmes dans le désert pour fabriquer leur propre vaisseau. Donc c'est pour ça que ça parle de spaceship part. Donc c'est vraiment le fait de récupérer des morceaux de vaisseau qui a été rééquilibré sur les vaisseaux ennemis. Combiné avec les changements de coût, le Spire est maintenant un peu moins cher à produire à partir des vaisseaux ennemis détruits. Ce qui veut dire donc qu'il va être plus simple de le fabriquer dans l'ensemble. Donc à voir comment est-ce que l'équilibrage en termes de chiffres exacts se fait, mais en tout cas leur volonté c'est que le Spire soit moins cher à construire en tout cas. Au niveau des conseillers, on va avoir Shimum. Donc chaque village produisant au moins 12 d'eau va donner maintenant non plus moins 3%, mais moins 4% d'entretien sur les Solari. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'ensemble de votre faction, donc que ce soit les unités, les bâtiments, tout ce qui vous coûte des Solari, va coûter 4% moins cher et c'est cumulable pour chacun de vos villages qui produit 12 d'eau. Donc il faut imaginer, vous prenez donc les améliorations qui permettent de créer plus d'eau, vous prenez un pôle, et vous prenez, on va dire, 2 villages qui produisent naturellement 5 de vent et avec les bonus qui vont passer le cap de 12, vous pouvez tomber très vite à 12% de Solari en moins en termes d'entretien. Ce qui est un bonus très très fort. Imaginez que votre armée potentiellement vous coûte 12% moins cher, que vos bâtiments vous coûtent 12% moins cher. C'est évidemment relativement fort. Et il faut comprendre que aussi vos villages produisent 1 d'eau dans les emplacements libres. Donc quand vous récupérez un village, vous avez immédiatement une grosse rentrée d'eau. Quand vous commencez à construire sur les emplacements, ça se réduit. Mais donc, en choisissant bien ces villages et en optimisant un petit peu, il est possible de faire rapidement de gros pourcentages avec ce conseiller. J'aime bien parce que c'est un conseiller qui vous pousse dans un gameplay spécifique. C'est-à-dire que vous devez vraiment jouer sur l'eau, jouer potentiellement le pôle. Et donc en fait, ça modifie un petit peu votre manière de jouer, et c'est ça qu'on cherche dans les conseillers. C'est soit d'amplifier une statistique, une manière de faire forte de la faction, soit ouvrir de nouvelles portes et de nouveaux modes de jeu. Et là, c'est vraiment le cas. À côté, on a Jamis. On va gagner non plus 50, mais 80 d'autorité lorsqu'on libère un village ennemi. Donc ça, c'est évidemment très fort et un très bon bonus. On passait de 50 à 80, c'est beaucoup comme augmentation. Et ensuite, on garde quand même le fait que les unités militaires infligent 10% de dégâts en plus en dehors de notre territoire. Et on peut trade de l'autorité pour de la main-d'œuvre. Donc ça veut dire qu'on va avoir de la facilité à récupérer de la main-d'œuvre et de l'autorité, évidemment. À côté de ça, on va avoir la conseillère Mère Ramallo, donc sa capacité. Inciter une rébellion ne va coûter non plus 80, mais 50 d'autorité. On peut voir un combo relativement rapide entre Jamis et Mère Ramallo, dans le sens où, au lieu de nous demander 50, enfin de nous offrir 50 lorsqu'on libère un village et de nous coûter 30, et bien maintenant, vu que c'est l'inverse, on va pouvoir lancer une rébellion et avoir quand même 30 d'autorité à notre disposition, que ce soit pour de la main-d'œuvre ou autre chose. Donc, pourquoi pas jouer ce combo-là?
ou dans tous les cas, ça reste quand même un très bon up de cette habilité. Enfin, on arrive sur la... Enfin, je vous dis enfin, mais non, il en reste encore. Donc on arrive sur la maison Corino, la maison impériale. On voit qu'ils ont réduit le coût d'entretien du drone d'artillerie. Personnellement, c'est une unité que j'affectionne énormément, que je trouve très fun à jouer. Donc le fait qu'elle soit réduite en termes de coût, je suis évidemment très réceptif et très content de ça. Alors, il faut juste faire attention à ce que cette unité ne soit pas trop forte, dans le sens où c'est une unité qui tape relativement fort en zone, et en plus de ça, avec une range inégalée au sol. C'est-à-dire que même les snipers contrebandiers ne peuvent pas l'atteindre. Donc c'est vraiment très très fort, il faut faire attention à ça. Qu'on n'ait pas une méta trop agressive envers les drones en tout cas, c'est-à-dire envers ces drones d'artillerie. Mais sachant qu'on a une méta qui se dirige vers les vaisseaux aériens, on se dit que potentiellement ça peut se contrer relativement vite. Donc à voir. La conseillère princesse Irulan, maintenant n'affecte plus que les villages à côté de la base. Alors je vous avoue, je sais pas l'effet de ce conseiller, mais donc à mon avis c'est un nerf, puisque ça devait s'appliquer sur d'autres villages. Mais comme je sais plus ce que fait l'effet, je vous avoue, on va passer au suivant. Pour Zoom-Garonne, les unités militaires ont 15% de puissance supplémentaire par traité de paix, donc pacte de non-agression en cours, et le mandat impérial n'a plus de coût. Alors ces deux traits sont excessivement forts parce que le premier veut dire que quand vous êtes en paix avec les trois autres factions, vous avez 45% de puissance supplémentaire. On pourrait se dire mais ça sert à quoi la puissance si on n'est pas en guerre? Eh bien en fait ça vous sert à gérer les renégats qui se sont installés à côté de vous, ça vous sert à envahir des villages plus facilement, ça vous sert à attaquer des sites plus facilement. Donc même dans un cas de paix avec tout le monde, c'est très fort, mais évidemment si quelqu'un par exemple essaye de vous trahir ou que vous rentrez en guerre avec une autre faction, eh bien si vous êtes en paix avec les deux autres factions, c'est quand même 30% supplémentaire. Il faut évidemment comprendre que si vous êtes en paix avec personne, ce trait-là n'existe plus. Donc il faut faire attention. Et le mandat impérial, ça veut dire que vous pouvez proposer un mandat impérial. Donc, mandat impérial, je rappelle, c'est vous dites à une faction, je vous donne de mes meilleures unités, donc les Sardaukar. Avant, normalement, ça coûtait 500, donc, enfin, ça coûte 500 si vous n'avez pas ce conseiller. Mais lorsque vous proposez ça dans un trade, vous pouvez rééquilibrer. C'est-à-dire que vous pouvez demander de l'argent, des ressources particulières à la faction en échange du mandat impérial. Et donc là, en fait, vous vous retrouvez avec une espèce de ressource gratuite que vous pouvez placer un peu où vous voulez et qui n'a aucun coût. Donc en fait, à tout moment, vous pouvez dire, ok, il me manque telle ressource, j'en ai besoin de manière un peu urgente. Hop, mandat impérial avec une faction qui me déteste pas trop pour éviter que ça me retombe pas dessus. Et hop, je récupère la ressource dont j'ai besoin. Donc ça reste évidemment très intéressant. Pour la maison Ekaz, enfin, je vais arrêter de dire enfin par pitié. La bannière de guerre, donc c'est une espèce d'unité de buff en zone, coûte un peu moins cher à entretenir, et l'équipement Big Banner, maintenant, augmente la portée de la bannière. Donc ça veut dire qu'elle va être plus facilement en range de vos unités, notamment de vos champions, et qu'elle sera elle-même un peu moins en danger. Le héros Whitmore Blood va vous donner un effet si de multiples champions font de dégâts à la même unité, seulement le dernier à l'avoir endommagé gagne un trophée. Il me semble que ça c'est un effet négatif, parce que je crois que de base, si plusieurs champions tapent sur la même unité, tous sont censés gagner le trophée, donc là c'est un effet négatif. Et en plus il a un nerf sur son skill, qui fait qu'il ne gagne plus que, au lieu de 1, il gagne 0,5 d'armure par trophée. Je pense que c'est un nerf dans l'ensemble sur ce héros qui était peut-être un peu trop fort. Ou alors j'ai mal compris quelque chose là-dessus, mais pour moi c'est ce qu'il dit. Pour le conseiller Ibo Vips, il avait donc une habilité nommée Lanstrad immunité au Lanstrad. Elle ne coûte plus 20 mais 30 de réputation sur une résolution négative et donne 10, au lieu de donner 10, elle donne 30 d'influence sur une résolution positive. Donc c'est un petit up dans l'ensemble de ce que je comprends.
puisque ça donne beaucoup plus et ça coûte un peu plus cher. Donc à voir. Pour la maison Vernus, c'est des changements que je trouve très intéressants pour la maison Vernus, qui avait un petit peu de mal à performer en général. Les mecs de combat, donc c'est votre unité de ligne, on va dire, passent de 350 à 400 de vie. Ça, c'est peut-être le up le plus important dans cette faction, je trouve. Ou un des ups les plus importants, en tout cas. Parce que le Fighting Mech qui était conçu, ou en tout cas qui vous était vendu comme une unité de ligne, avait beaucoup de mal à tanker. Et donc là, il va avoir un peu plus de facilité à le faire. Le drone railgun qui passe de 220 à 320, j'avoue que ça c'est un peu inattendu, mais c'est très fort. Pourquoi? Parce que on pourrait se dire le railgun drone c'est votre unité de DPS distance. Excusez-moi, de DPS distance. Donc le fait qu'elle tanke un peu mieux c'est cool, mais quand ça arrive au contact c'est quand même compliqué. Et bien en fait il faut se rappeler que les drones ne sont pas affectés par le fait d'être en contact. C'est-à-dire que des drones de combat à distance mettent toujours autant de dégâts et ne sont pas debuffs si une unité arrive à leur contact. Donc en fait, le fait qu'elle tank beaucoup mieux fait qu'elle va pouvoir mettre beaucoup plus de dégâts à l'unité qui l'agresse. Les drones à résonance, qui sont une de mes unités préférées encore une fois, passent de 350 à 400 points de vie, donc ça c'est très bien, et ils coûtent beaucoup moins cher. Sachant que c'est une unité qui va appliquer aux autres drones à côté une espèce d'aura de dégâts permanente. Donc le fait qu'elle tienne plus longtemps, ça va lui permettre effectivement de buffer les autres unités pendant plus longtemps. Et le fait qu'elles soient moins chères va permettre d'en faire potentiellement soit plus, soit plus rapidement, ou en tout cas en ayant moins de coûts à payer. Dans les bonus d'hégémonie, quand vous atteignez 10 000, vous pouvez... alors ça c'est un effet qui était déjà présent, c'est-à-dire que vous pouviez cacher une recherche à tout le monde, y compris vous-même. Mais ce qui a été modifié, c'est le fait que chaque point de connaissance n'augmente plus la production de toutes les autres ressources de 0,1, mais maintenant de 0,2%. Là, on pourrait se dire, bon, 0,1, 0,2, d'accord, c'est des tout petits chiffres, mais en fait, c'est une augmentation de x2, là, quand on y pense. Et oui. Et en fait, comme c'est une faction qui est énormément basée sur la recherche, le fait que ça soit seulement 0,1 et 0,2%, ça reste quand même très fort, parce que vous vous retrouvez très vite à avoir une petite centaine en général de points de recherche, voire potentiellement beaucoup plus. Hein. Mais en tout cas, dans mes parties, je me retrouvais facilement à une centaine. Donc 100 x 0,1, c'était déjà intéressant. 100 x 0,2, c'est vachement mieux. Alors, au niveau des recherches, on a Physical Wiring. Donc ça permet d'obtenir les assassins. Les cellules d'infiltration, donc c'est les... Je vous renvoie vers la vidéo sur les assassinats si vous ne savez vraiment pas de quoi je parle, mais c'est les cellules d'infiltration. Donc c'est les cellules où vos assassins sont censés se rendre pour faire un assassinat. Donc ces cellules connectées à un nœud neuronal, donc ça c'est tout le réseau de la faction, donnent 2 de recherche en plus, ainsi que 5 de Solar Eye, une protection de 5 de Solar Eye, et 1 de renseignement par Statecraft Building in the Village. Ok, donc en gros, les cellules vont vous permettre, si elles sont connectées au nœud neuronal, vont vous permettre de produire énormément de ressources différentes, que ce soit du knowledge, donc de la recherche, des Solari ou des renseignements, ce qui est relativement fort. En échange... Ah, pardon, excusez-moi, j'avais mal compris. Avant, c'était cette recherche permettait donc de créer les assassins, de gagner des ressources lorsque vous étiez connecté à votre réseau, mais surtout, elle permettait de faire en sorte que ces ressources connectées à votre réseau, je sais c'est compliqué, hein, on va y arriver, ne comptent pas dans le total des cellules d'infiltration. Donc normalement, vous êtes limité à 2, et en fait avec ça, toutes celles qui étaient connectées à votre réseau ne comptaient pas. Donc vous étiez entre guillemets en illimité tant que vous étiez connecté à votre réseau. C'est un nœud qui honnêtement me paraissait trop fort avec cette ligne avant. Le fait que ça ne soit pas compté dans votre décompte total. Mais par contre, j'aurais
Alors j'ai un doute, je sais plus si ça y était avant, mais si ça y était pas avant, ça manque peut-être d'un petit up en compensation. Parce que là, c'est vraiment de dire le nœud était trop, la recherche était trop forte, hop, on enlève et il n'y a pas de compensation. Ce qui est un peu dommage parce que la mécanique en soi est pas facile à mettre en place, vous demande de bien réfléchir à votre expansion et vous n'êtes pas tant récompensé que ça au final. À côté de ça, on a la recherche défense automatisée, qui avant donc appliquait un effet de dot, de dégâts sur le temps, donc qui s'appliquait par jour, par nœud connecté à la région, sur les unités ennemies qui la traversent. Ça pouvait être évidemment très fort, notamment sur toutes les unités qui avaient beaucoup de points de vie, ou les unités très défensives. C'était évidemment assez violent, et ça a été retiré. Donc même chose, à côté de ça, les effets sont toujours présents, les autres effets de la recherche sont toujours présents, ça n'a pas été touché. Donc là, on en a fini pour tout ce qui était changement, on va dire, côté gameplay. Et à côté de ça, il y a quelques bug fixes que je ne vais pas vous détailler parce que je vous laisserai les consulter. Il y aura le lien pour le community update à la fin, enfin dans la description de cette vidéo si vous voulez voir absolument tout ce qu'il y avait dedans. Et à côté de ça, il y a quelques améliorations de vie, quality of life, donc voilà, qui permettent de faire en sorte qu'un joueur qui a été kick ne puisse pas revenir immédiatement. Bref, c'est quelques petites améliorations, rien de bien important. Mais donc, en résumé, pour que vous compreniez ce qui a été fait, si ce n'est pas déjà le cas évidemment, les vaisseaux légers ont été grandement up, ils vont sortir beaucoup plus tôt, coûter beaucoup moins cher. De nombreuses modifications ont été faites sur un peu toutes les factions, donc il faut voir comment ces deux modifications distinctes, les factions et les vaisseaux légers, s'imbriquent l'un avec les autres. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres traits qui auront besoin d'être modifiés? Par exemple, les équipements pour taper les unités aériennes. Est-ce qu'ils vont être modifiés? Est-ce qu'ils vont être trop forts, trop faibles? Donc voilà, on est encore dans un jeu qui se cherche, dans un jeu qui s'améliore au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est une update qui est très positive dans ce qu'elle propose. Dire que les nouvelles unités qui avaient un peu de mal à s'implémenter, je parle des unités aériennes, vont être beaucoup plus faciles à sortir, bah c'est forcément pour moi un bon point parce que ça va permettre des gameplays un peu divergents, un peu exotiques. Donc à voir ce que ça nous offre, à voir comment le jeu continue de se développer après ça. Et donc on se retrouve, eh bien, vous l'aurez deviné, sur Arrakis pour la prochaine fois. Salut!